Une jeune infirmière a perdu son emploi après avoir sauvé la vie d'une fillette de 10 ans touchée par une balle perdue. Le lendemain, elle a reçu une invitation surprenante du président. Tard, lors d'une soirée pluvieuse, une jeune infirmière nommée Mathilda terminait son service à l'hôpital de la ville au Texas. Les couloirs, autrefois animés, étaient devenus silencieux sous le manteau de la nuit. Dehors, la pluie s'abattait sur les fenêtres et le tonnerre grondait dans le ciel comme une menace imminente. Elle venait de signer son dernier dossier médical et s'apprêtait à rentrer chez elle lorsque le silence fut brisé. Les portes des urgences s'ouvrirent brusquement. Des cris remplissaient l'air. Des pas résonnaient. Le calme de la nuit fut aussitôt englouti par la panique. Mathilda se retourna instinctivement, déjà en mouvement, avant que son cerveau ne la rattrape complètement. Les ambulanciers firent irruption par les portes, poussant un brancard sur lequel reposait une petite silhouette. Une fillette de 10 ans, pas plus âgée que la nièce de Mathilda, gisait immobile. Sa petite silhouette était trempée de sang, sa respiration superficielle, presque imperceptible. Blessure par balle à la poitrine. Pas de pouls. L'un des ambulanciers aboya alors qu'il la faisait rouler vers la salle de traumatologie. Le cœur de Mathilda se serra. L'équipe de traumatologie n'était pas arrivée. Il y avait eu un embouteillage majeur sur l'autoroute et tous les chirurgiens disponibles étaient coincés ou redirigés. Mathilda jeta un coup d'œil autour d'elle. Les urgences manquaient de personnel. Seulement quelques infirmières, un médecin généraliste et une équipe technique qui semblait aussi terrifiée que mal préparée. Ses doigts tremblaient à ses côtés. Elle connaissait chaque étape de ce qui devait être fait, mais elle n'était pas autorisée. Le protocole était clair. Aucune infirmière, quelle que soit son expérience, n'était autorisée à pratiquer une chirurgie invasive. Mais le protocole n'avait pas prévu qu'une petite fille se viderait de son sang devant elle. Mathilda s'avança, sa voix coupant le chaos. « Préparez-la maintenant. J'ai besoin d'un plateau de thoracotomie. » Un silence stupéfait s'ensuivit. L'une des nouvelles infirmières la regarda, clignant des yeux. « Mathilda, tu ne peux pas. Elle mourra dans 5 minutes si nous attendons, » s'exclama Mathilda d'une voix aiguë mais ferme. « Prends le plateau. » Le nom de la fille était Ava. Un assistant d'enseignant l'avait retrouvée effondrée près d'une cour de récréation, victime d'une balle perdue lors d'un vol à proximité. La balle lui avait traversé la poitrine, manquant son cœur de quelques millimètres, mais provoquant l'effondrement de son poumon et la section d'une artère. Ses signes vitaux s'effondraient. Sa peau était pâle, ses lèvres teintées de bleu. Il n'y avait plus de temps. Mathilda s'est lavé les mains en un temps record et a enfilé des gants, son esprit concentré sur des années d'entraînement. En tant qu'infirmière, elle n'était pas autorisée à diriger des opérations chirurgicales, mais elle y avait participé à des dizaines. Elle avait observé, appris et s'était préparée au pire, même lorsque d'autres ne l'avaient pas fait. Avec les outils en main et un assistant tremblant à ses côtés, elle a pratiqué l'incision. La pièce s'est estompée. Tout ce qu'elle pouvait entendre était sa propre respiration et le bip rythmique du moniteur. Ses doigts travaillaient méthodiquement, isolant les dégâts, appliquant une pression, cousant les vaisseaux. Elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que le saignement cesse. Après ce qui lui sembla être une éternité, la fille laissa échapper un léger halètement, puis un autre. Sa poitrine commença à se soulever lentement, de manière irrégulière, mais vivante. Les urgences reprirent leur activité lorsque les renforts arrivèrent, trop tard pour faire plus que reprendre et stabiliser ce que Mathilda avait déjà fait. Elle recula, tremblante, couverte de sang, ses jambes menaçaient de lâcher, mais elle tenait bon. La fille avait survécu. Mathilda s'attendait au chaos. Au lieu de cela, la salle resta plongée dans un silence stupéfait. Pendant une seconde,
Tout le monde sembla hésiter entre l'applaudir ou la réprimander. Elle s'en fichait. Elle avait fait ce qu'il fallait. Mais le calme ne dura pas longtemps. Le lendemain matin, Mathilda fut convoquée dans la salle de réunion. L'administrateur de l'hôpital, un homme raide, aux cheveux gris avec des lunettes trop grandes pour son visage étroit, était assis à la tête de la table. Les représentants des ressources humaines l'entouraient comme des statues. Ils lui demandèrent de raconter les événements. Elle s'est passée d'embellissements et d'excuses. Il y eut une longue pause. Les mots sont venus. « Vous avez violé un protocole médical strict. Vous avez été par la présente licenciée, en vigueur immédiatement. » Mathilda n'a pas pleuré. Elle s'est simplement levée, a remis son badge et a quitté le seul travail qu'elle ait jamais aimé. Ce n'est qu'une fois rentrée chez elle, portant toujours les mêmes chaussures qu'elle avait portées pendant l'opération, que la réalité l'a frappée. Elle avait sauvé un enfant et pour cela, elle avait tout perdu. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus, projetant une lueur blanche stérile sur la salle de réveil silencieuse. Les machines clignotaient avec un rythme sourd. Les seuls bruits entendus étaient un léger bourdonnement mécanique et le faible bip régulier d'un moniteur cardiaque. Au centre de la pièce, sous des draps d'hôpital impeccables et entourés de barrières métalliques froides, gisait une fille bien trop petite pour le lit qu'elle occupait. Son nom était Ava Lennox. Elle avait 10 ans. La balle lui avait traversé la poitrine comme un voleur dans la nuit, lui volant son souffle, son pouls, presque sa vie. Maintenant, elle restait immobile. Son visage pâle se tournait vers la fenêtre où la faible lumière du matin se faufilait à travers les stores à moitié tirés. À son chevet se tenait un homme vêtu d'une puissance silencieuse. Costume anthracite sur mesure, boutons de manchette en argent, chaussures qui n'avaient au pas touché la terre depuis des années. Mais il ne ressemblait en rien à un homme privilégié à ce moment-là. Sa veste était enlevée, ses manches retroussées, ses cheveux ébouriffés. Une main agrippait les petits doigts de sa fille, tandis que l'autre reposait sur son front comme pour essayer de faire sortir le poids des 12 dernières heures de son crâne. Il s'agissait de Charles Lennox, entrepreneur milliardaire dans le secteur technologique, philanthrope peu enclin aux médias et père de la fille dans le lit. Il ne l'avait pas quitté depuis qu'il avait été appelé à l'hôpital tard la nuit précédente. À son arrivée, sa fille avait déjà subi une opération d'urgence. Le personnel lui avait dit qu'elle était à 2 doigts de mourir. Une infirmière avait pris une décision importante. Il n'y avait pas eu le temps d'attendre l'équipe de traumatologie qui était coincée dans un carambolage à l'extérieur de la ville. L'enfant n'avait pas de pouls. L'infirmière avait pris le relais, avait opéré et elle avait sauvé la vie d'Eva. Maintenant, des heures plus tard, Charles n'avait toujours pas pu parler à cette infirmière. Personne ne l'avait vue. Son nom, Mathilda Grace, avait été mentionné une fois presque en passant par un médecin nerveux. Mais lorsque Charles a demandé à lui parler, on lui a dit qu'elle avait été libérée le matin même, licenciée. L'absurdité de la chose ne l'avait pas frappé au début. Il était encore trop engourdi par la vue d'Eva dans ce lit d'hôpital. Mais plus le silence se prolongeait, plus il s'envenimait en lui, se transformant en quelque chose de tranchant et de froid. On a frappé à la porte. Charles ne leva pas les yeux. Une infirmière entra, jeune, probablement dans la vingtaine, la blouse légèrement froissée, les mains serrant une tablette contre sa poitrine comme un bouclier. « Monsieur Lennox, dit-elle doucement. » Il tourna lentement la tête. « Je voulais juste dire que je suis heureux que votre fille aille bien. Nous étions tous terrifiés quand elle est arrivée hier soir. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Avez-vous travaillé de nuit ?» L'infirmière hocha la tête. « Vous l'avez vue ?»« Au MS Mathilda Grace. » L'infirmière hésita. Puis elle entra dans la pièce et ferma la porte derrière elle. « Je l'ai fait. » Charles se redressa légèrement. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Elle baissa les yeux sur sa tablette, puis la releva. « Nous avons reçu l'alerte concernant le traumatisme imminent.
enfant blessé par balle. Aux urgences, c'était le chaos. Tout le monde se bousculait, les chirurgiens traumatologues ont été retardés. Mathilda, elle, n'a pas attendu. Elle a regardé la fille et, je jure, monsieur, c'était comme si quelque chose s'était retourné en elle. Elle savait juste qu'il n'y avait pas de temps. Elle a pris le plateau, a donné des ordres comme un chirurgien expérimenté et a commencé la procédure elle-même. Charles regarda fixement. « Elle n'était pas imprudente », ajouta rapidement l'infirmière. « Elle était calme, concentrée. Chaque pas qu'elle faisait était calculé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Nous étions tous là, debout, attendant la permission d'agir, mais elle l'a fait. Elle a sauvé la vie de cette petite fille et ils l'ont virée pour ça. » L'infirmière baissa les yeux. La politique de l'hôpital stipule qu'aucune infirmière ne peut effectuer une chirurgie traumatologique invasive sans autorisation, surtout pas seule. Mais il n'y avait personne d'autre. Elle savait qu'elle serait punie, dit doucement l'infirmière. Elle l'a fait quand même. Charles se leva lentement de sa chaise. Il marcha jusqu'au bout de la pièce, les mains sur les hanches, les yeux fixés sur le sol carrelé. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis il se retourna, les yeux flamboyants. Quel genre d'endroit punit quelqu'un pour avoir fait ce qu'il fallait? L'infirmière ne répondit pas. Il s'approche d'elle. « Sais-tu où elle est ?» La fille hésita, puis secoua la tête. Elle est partie avant le lever du soleil. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste fait ses bagages dans son casier et a disparu. Je pense qu'elle savait ce qui allait arriver. Charles expira par le nez. Le son était bas et dangereux. « Si tu as de ses nouvelles, dis-lui que je la cherche. » L'infirmière hocha la tête une fois, les yeux écarquillés, puis se glissa hors de la pièce. Charles se tourna vers Eva. Elle avait l'air si petite, si fragile. Il s'assit à nouveau, s'asseyant avec précaution sur la chaise à côté de son lit. Ses doigts écartèrent une mèche de cheveux de son front. Il pensa à la dernière fois où il s'était disputé à propos de chaussures de ballet. Elle voulait du satin rose. Il a dit que le blanc était plus pratique. Il n'avait plus parlé depuis des heures. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle ouvre les yeux. Il tendit la main vers le carnet de croquis que l'infirmière avait placé au pied du lit. Il avait été retrouvé dans le sac à dos d'Ava, taché de quelques gouttes de sang. La couverture était cabossée, le coin déchiré. Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvaient des dessins de choses qu'elle aimait. Son chien, un cupcake avec un visage souriant, un vaisseau spatial, un dessin animé de travers de lui tenant sa main. Sur la page suivante, un nouveau croquis avait été commencé. Le crayon encore brut et incertain. Une femme aux cheveux bouclés et aux grands yeux. Un nom défilait en dessous dans l'écriture tremblante d'Eva. Mathilda. Charles déglutit. Même dans sa douleur, même lorsqu'elle sombrait dans l'inconscience, Eva s'était souvenue de la femme qui l'avait aidée, une étrangère, une infirmière qui avait refusé de la laisser mourir. Il fixa les dessins pendant un long moment, puis il se leva. Il sortit de la salle de réveil et se dirigea directement vers le poste des infirmières. Derrière le bureau était assise une femme âgée avec des lunettes perchées sur le bord de son nez. « Je veux son dossier », dit Charles d'un ton neutre. La femme leva les yeux. « Qui est Mathilda Grace ? L'infirmière a été licenciée ce matin. Je crains de ne pas pouvoir libérer le dossier du personnel. » Il sortit son téléphone et appuya pour entrer en contact. « C'est bien. Je ferai signer une assignation à comparaître par un juge dans les 30 prochaines minutes. » La femme le fixait du regard lorsqu'il dit « Tu peux faire ce qu'il faut, comme elle l'a fait. » Il y eut une longue pause. Puis, à contre-cœur, la femme s'est tournée vers son ordinateur et a commencé à taper. Quelques minutes plus tard, elle imprima une seule feuille. « C'est tout ce que j'ai le droit de donner. » Charles la prit. Un numéro de téléphone, une ancienne adresse, aucun employeur actuel répertorié. Ce serait suffisant. Il glissa le papier dans la poche de son manteau et retourna vers la chambre d'Eva. Dans le couloir, 2 médecins chuchotaient près du distributeur automatique.
Ridicule. La virer. L'une d'elles dit qu'elle devrait recevoir une sacrée médaille. Les hôpitaux tentent de se protéger d'un procès. L'autre répondit qu'elle avait opéré la poitrine d'un enfant sans ordre. Si la fille était morte, ils auraient été ruinés. Elle n'est pas morte. Le premier médecin craqua. À cause d'elle, Charles ralentit en passant devant eux juste assez longtemps pour laisser leurs paroles pénétrer. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Trouve-la, remercie-la, fais-le bien. Il veillerait à ce que Matilda Grace ne soit jamais oubliée. Il veillerait à ce qu'elle avait fait ne soit pas considéré comme un acte de rébellion, mais comme l'essence même de l'héroïsme. Le monde avait besoin de savoir que le courage existait toujours, même à l'intérieur de murs blancs, remplis de silence et de règles. Il entra une fois de plus dans la chambre d'Eva. Elle remua, ses yeux s'ouvrirent en battant des paupières. « Papa » murmura-t-elle. Il se pencha en avant, sa voix se brisant. « Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Mathilda » acquiesça-t-il. « Je sais. Je vais la retrouver. » Elle ferma à nouveau les yeux, la paix revenant sur son visage. Et à ce moment-là, Charles Lennox fit un vœu, non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme qui avait vu ce qu'était la vraie bravoure. Il retrouverait Matilda Grace, et quand il le ferait, le monde entier connaîtrait son nom. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris au-dessus de la ville, comme s'il hésitait à s'éclaircir. Dans un petit appartement niché dans un quartier calme du Queens, Matilda Grace était assise, penchée sur son ordinateur portable, les coudes posés sur la table de cuisine encombrée, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux fatigués. Son café était froid. Une demi-tranche de pain grillé reposait à côté d'elle, intacte. Les offres d'emploi étaient infinies, une mer de rejets, de silence et de refus polis. Chaque annonce semblait plus froide que la précédente. Minimum 3 ans d'expérience en traumatologie, aucun antécédent disciplinaire. Elle passait ces annonces en revue, son estomac se nouant à chaque rafraîchissement de l'écran. Sa carrière, bâtie sur 7 années de dur labeur, s'était effondrée en une seule nuit. Cela ne faisait que 3 jours depuis les urgences, depuis le moment où elle avait regardé une petite fille sans vie et fait un choix qui défiait le protocole et brisait les attentes. La fille avait survécu. Mathilda, elle, ne l'avait pas fait, du moins pas professionnellement. Elle avait été renvoyée discrètement au lever du soleil. Non merci, pas de réunion finale, juste une enveloppe en papier et une escorte de sécurité jusqu'à la sortie. Elle était rentrée chez elle, engourdie, pensant qu'il y avait peut-être une erreur. Peut-être que quelqu'un appellerait, que quelqu'un comprendrait, mais personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Son téléphone vibrait sur la table, le son surprenant dans le silence. Elle regarda l'écran. C'était Nena, l'infirmière. Son cœur fit un bond. Elle n'avait eu aucune nouvelle de l'hôpital depuis son licenciement. « Nina ?» dit-elle d'une voix hésitante. « Mathilda. »« Non, j'étais un peu essoufflée. Dieu merci, je n'étais pas sûre que ce soit toujours ton numéro. »« Si, c'est bien le mien. Que se passe-t-il » Il y eut une pause. « Il veut te rencontrer. »« Qui ?»« Le père d'Eva. Monsieur Lennox. Charles Lennox. » Le souffle de Mathilda se coupa. « Quoi ?» Il a appelé tout le monde. Le tableau, les chefs d'étage, les infirmières. Il a obtenu mon numéro grâce à un ancien planning de travail. Il a dit qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne t'aurait pas trouvé. Le pouls de Mathilda s'accéléra. Elle n'avait même pas pensé qu'il connaîtrait son nom. Il a dit qu'il voulait te voir en personne. Non, continua-t-elle. Il m'a donné un endroit, un restaurant au centre-ville. Juste toi, lui et sa fille. La gorge de Mathilda se serra. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. La voix de Nena s'adoucit. Il n'avait pas l'air en colère. Mathilda, il semblait ému. Vas-y. Il y eut un long silence avant que Mathilda ne hoche la tête, oubliant que Nena ne pouvait pas la voir. D'accord, murmura-t-elle. À quelle heure? Le restaurant ne ressemblait à aucun autre endroit où Mathilda était allée. Une suite privée, nichée au dernier étage d'un immeuble,
qui ressemblait plus à un coffre-fort de banque de luxe qu'à un lieu de restauration. Tout était en verre et en or. Une musique douce jouait sous de petites lumières encastées. Une vue de l'horizon s'étendait sur le mur du fond, telle une fresque peinte. C'était surréaliste, rien que de franchir la porte. Elle s'était habillée simplement, un pantalon bleu marine repassé, un chemisier propre, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval basse. Elle ne savait pas quoi porter d'autre pour une réunion comme celle-ci. Ses paumes étaient humides. Elle les essuya sur son manteau avant de franchir les portes en verre dépoli pour entrer dans la salle à manger privée. Et puis elle les vit. Charles Lennox se leva lorsqu'elle entra, grand, imposant, vêtu d'un costume noir sur mesure. Mais ce ne fut pas sa présence qui la frappa en premier. C'était la fille à côté de lui, Eva, les yeux brillants, souriante. Sa poitrine était toujours enveloppée de bandages médicaux sous un doux cardigan rose, mais ses joues étaient désormais pleines de couleurs. Ses cheveux étaient soigneusement tressés et ses jambes se balançaient doucement sous la table tandis qu'elle souriait à Mathilda comme si elle se connaissait depuis toujours. Mathilda s'immobilisa. « Mademoiselle Grace », dit Charles en s'avançant. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait imaginé, plus basse, plus stable, pleine de gravité. « Moi, Mathilda », trébucha-t-elle sur ces mots. « Monsieur Lennox, je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit » répondit-il. Il lui tendit la main. Mais alors qu'elle la prenait, il la prit dans ses bras avec surprise, ferme, sincère, sans prétention. Lorsqu'il se retira, ses yeux étaient vitreux. « Vous avez sauvé la vie de ma fille, » dit-il d'une voix forte. « Aucun mot ne pourra jamais vous remercier assez. » Mathilda sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Tu as enfreint les règles, » dit-il avec un léger sourire. « Et Dieu merci, tu l'as fait. » Ava se leva et s'approche. « Salut, » dit-elle doucement. Mathilda s'agenouilla et tendit la main. « Salut, chérie. » Ava l'entoura de ses bras. Mathilda ne pouvait pas s'en empêcher. Elle serra fort la fille dans ses bras, fermant les yeux, sentant le battement de cœur contre son épaule. La dernière fois qu'elle l'a tenue dans ses bras, son cœur était immobile. « Elle a dessiné des portraits de toi, » dit Charles. Même si elle ne pouvait pas encore parler, elle se souvenait de ton nom. Elle demandait de tes nouvelles toutes les heures, et quand j'ai découvert ce qui s'était passé, ce qu'il t'avait fait, sa voix faiblit. J'ai passé quelques appels. J'ai posé des questions, mais je n'ai pas pu vous trouver jusqu'à aujourd'hui. Je voulais que ce soit en personne. Ils s'assirent ensemble, tous les trois. Le personnel de la salle de musculation entrait et sortait silencieusement de la pièce, livrant des petits pains chauds et du jus de fruits frais à Ava, mais personne ne touchait à la nourriture. La conversation était la seule chose qui comptait. « Je sais ce qu'ils t'ont fait, » dit Charles en ouvrant une élégante mallette noire à côté de lui. « Je sais qu'ils t'ont viré, qu'ils t'ont tout dépouillé parce que tu as osé sauver la vie d'un enfant. Je ne leur en veux pas, » dit Mathilda doucement. « Ils protégeaient l'hôpital. J'ai enfreint une police d'assurance. »« Tu as enfreint une police d'assurance, » dit-il. « Et tu as sauvé une vie. C'est le genre de personne que je veux auprès de ma fille, auprès de moi. » Il sortit un chèque et le glissa sur la table. Mathilda le fixa. Elle ne bougea pas. 20 millions de dollars. Son nom était dessus. Elle cligna des yeux puis leva les yeux vers lui. « Ce n'est pas possible. C'est bien réel, » dit-il. « C'est à toi. Un merci pour m'avoir rendu ma fille, pour avoir fait ce que personne d'autre n'osait faire, pour avoir été courageuse au moment le plus important. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle toucha le bord du papier. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-il fermement. « Tu peux ?» Il y eut un long silence. Puis il se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. « Mais ce n'est pas seulement un cadeau, c'est un début. Je veux que tu rejoignes mon équipe médicale privée. Pas de conseil d'administration, pas de politique. Vous aurez le meilleur équipement, le meilleur personnel. Tu le construiras avec moi. Nomme ton titre, nomme ton salaire. C'est à toi.
Mathilda cligna des yeux vers lui. « Pourquoi moi ? Parce que vous avez pris une décision que la plupart des gens ne prendraient pas. Tu n'as pas gelé, tu n'as pas attendu, tu as agi. Ce genre de courage, ce genre d'instinct, tu ne peux pas l'entraîner. Tu es ce que je veux que cette équipe soit. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Les larmes obscurcissaient sa vision. Elle baissa les yeux sur Eva, qui avait commencé à colorier une serviette avec un stylo de la poche de son père, dessinant des bonhommes allumettes et des cœurs. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit Mathilda. Charles sourit. « Commence par dire oui. » Elle regarda à nouveau le chèque. Elle pensait à sa table de cuisine froide, aux emails de refus qui défilaient, à la douleur d'être renvoyée comme une criminelle. Et puis elle pensa à Eva, vivante, souriante, dessinant des bonhommes allumettes dans un pull rose. Le choix semblait facile. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je le ferai. » Charles expira, son expression s'adoucissant en quelque chose entre la joie et le soulagement. Il lui tendit à nouveau la main, et cette fois elle la prit avec confiance. « J'espère que tu es prêt, » dit-il, « parce que ce n'est que le début. » Ils ont parlé pendant plus d'1 heure après cela. Il lui a demandé sa vision. Elle a partagé des idées qu'elle n'avait pas exprimées depuis des années. Rêve de soins traumatologiques centrés sur le patient, d'unités mobiles pour la médecine d'urgence, de programmes de formation pour les cliniques sous-financées. Il a écouté chaque mot. Alors que le soleil de l'après-midi perçait enfin les nuages à l'extérieur, Mathilda regarda l'horizon et réalisa que quelque chose au plus profond d'elle-même avait changé. Elle n'était plus l'infirmière qui avait été mise de côté. Elle n'était plus la femme tranquille qui attendait la permission. C'était la femme qui agissait, l'héroïne qu'il n'avait jamais vue venir. Et maintenant, elle avait la chance de construire quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Tout a commencé par un choix, un moment, un enfant. Et maintenant, cela allait changer le monde. Tard dans la journée, alors que la pluie se transformait progressivement en une brume recouvrant les rues de la ville, l'histoire de l'acte courageux de Mathilda commença à se répandre bien au-delà des murs de l'hôpital de la ville. Ce qui n'était jusqu'alors que des murmures étouffés parmi le personnel de l'hôpital est devenu un rugissement tonitruant, résonnant dans les réseaux sociaux, les salles de rédaction et les conversations à table dans tout le pays. Le récit était convaincant, brut et profondément humain. Une jeune infirmière avait défié les protocoles et la hiérarchie de l'hôpital pour sauver la vie d'une fillette de 10 ans blessée par balle, pour finalement être renvoyée le lendemain pour son audace. L'histoire a touché une corde sensible dans le cœur de millions de personnes, soulignant le conflit permanent entre les règles bureaucratiques froides et les réalités imprévisibles et urgentes des urgences médicales. En quelques heures, des hashtags comme « Oh, justice for Mathilda » et « Les infirmières sont des héros » ont explosé sur Twitter, Instagram et Facebook. Des publications célébrant son courage et condamnant la décision de l'hôpital ont inondé les timelines. Des témoignages d'innombrables professionnels de la santé ont émergé, partageant leurs propres moments de choix difficiles, de risques pris et parfois de répercussions graves. Le public a été captivé non seulement par l'histoire de Mathilda, mais aussi par le débat plus large qu'elle a suscité sur l'humanité, qui se heurte trop souvent à des systèmes rigides. Les principaux médias n'ont pas perdu de temps. Des bannières d'information de dernière minute défilaient sur les écrans de télévision et les gros titres dominaient les premières pages ainsi que les portails d'information en ligne. Une infirmière licenciée pour avoir sauvé la vie d'une fillette suscite un tollé national. Les émissions matinales ont invité experts et défenseurs à débattre de l'éthique des politiques hospitalières, tandis que des journalistes d'investigation ont fouillé la décision de l'hôpital, révélant les failles d'un système qui privilégie les règles aux personnes. Mais au milieu de la tempête médiatique tourbillonnante,
L'attention revenait toujours sur Mathilda elle-même, une silhouette calme et déterminée, propulsée malgré elle sous les projecteurs. Mathilda s'est retrouvée prise dans un tourbillon d'interviews et d'apparitions publiques. Malgré sa célébrité soudaine, elle est restée remarquablement humble, remettant toujours les projecteurs sur la patiente, la jeune fille dont la vie était en jeu cette nuit pluvieuse. Lors d'une interview télévisée, assise à côté d'Eva, dont la guérison était régulière mais prudente, la voix de Mathilda portait une force calme qui résonnait profondément. « Je ne pensais pas aux règles, dit-elle doucement, les yeux fixes. Je pensais à sauver une vie. Chaque seconde compte dans ce genre de situation. Si on attend la permission, il est parfois déjà trop tard. » Ces paroles sont devenues un cri de ralliement pour d'innombrables professionnels de la santé confrontés à des dilemmes similaires. Les lettres affluaient dans sa boîte aux lettres et sa boîte de réception, chacune racontant des histoires de courage, de sacrifice et souvent de punition. Les infirmières des cliniques rurales, des hôpitaux urbains et des services d'urgence ont partagé leur propre bataille contre la bureaucratie qui entravait leur capacité à sauver des vies. Les patients et les familles ont envoyé des notes de gratitude et de tristesse, racontant des moments où des actions rapides, parfois non autorisées, ont fait la différence entre la vie et la mort. Une lettre, écrite d'une écriture tremblante par une infirmière d'une petite ville du Texas, décrit comment elle a été sanctionnée pour avoir administré un médicament sans autorisation préalable parce que l'état de ses patients se détériorait rapidement. Un autre témoignage, celui d'une mère de Chicago, a raconté la perte déchirante de son fils en raison de retard dans le traitement causé par des obstacles bureaucratiques. Chaque lettre réaffirmait l'importance de la position de Mathilda et renforçait sa détermination à faire pression pour le changement. Reconnaissant le pouvoir et la responsabilité de sa nouvelle plateforme, Mathilda a décidé de faire plus que simplement raconter son histoire. Avec le généreux soutien financier du père d'EIA, Charles Lennox, elle a créé la Grace Foundation for Medical Courage. La mission de la fondation était claire: protéger et responsabiliser les professionnels de la santé, comme Mathilda, sont confrontés à des représailles pour avoir donné la priorité aux patients. La fondation avait pour objectif d'offrir un soutien juridique, de créer des programmes éducatifs sur la prise de décision éthique en cas d'urgence et de fournir des bourses aux infirmières spécialisées dans les soins aux traumatisés. Construire les fondations est devenu le nouveau but de Mathilda. De longues heures ont été consacrées à rencontrer des experts juridiques, des administrateurs d'hôpitaux et des défenseurs des patients, créant ainsi un réseau destiné à faire entendre la voix de ceux qui sont souvent réduits au silence par la peur et la résistance institutionnelle. Le lancement de la fondation a été accueilli avec un large succès et a bénéficié d'une importante couverture médiatique qui a encore amplifié sa mission. Malgré sa renommée grandissante, Mathilda est restée les pieds sur terre. Elle a profité de chaque interview et de chaque discours pour souligner que son histoire n'était pas une question de glorification, mais un appel à la réforme. « Il ne s'agit pas seulement de moi », a-t-elle déclaré devant un auditorium bondé lors d'une conférence nationale sur les soins infirmiers. Sa voix est ferme et passionnée. Il s'agit de créer un environnement dans lequel les professionnels de la santé sont soutenus et non punis lorsqu'ils font ce qui est juste à ce moment-là. Nous devons à nos patients et à nous-mêmes de lutter pour ce changement. Ces paroles ont déclenché des actions. Les hôpitaux de tout le pays ont commencé à réévaluer leurs protocoles d'urgence, nombre d'entre eux s'engageant à élaborer des directives plus claires qui permettraient aux infirmières et aux médecins d'agir de manière décisive lorsque des vies sont en jeu.
Les législateurs ont également pris note des propositions émergentes visant à protéger légalement les travailleurs de la santé agissant de bonne foi en temps de crise. Le public, inspiré par le courage de Matilda, s'est rallié à ces efforts, faisant d'elle un symbole d'espoir de changement dans un système complexe. Tout au long de cette période, l'image de Matilda s'est transformée, passant de celle d'une infirmière licenciée à celle d'un symbole national de bravoure et d'intégrité. Elle est apparue dans des émissions matinales, a été présentée dans des magazines et a pris la parole lors de conférences, toujours avec Ava à ses côtés. Leur lien, forgé dans la crise, était un puissant rappel des raisons pour lesquelles Matilda avait tout risqué. L'histoire d'une infirmière et d'une petite fille est devenue un symbole de résilience, de compassion et de l'impact profond que le courage d'une personne peut avoir. Pourtant, dans les coulisses, Matilda n'a jamais perdu de vue les innombrables professionnels de la santé qui luttent encore en silence. Elle a beaucoup voyagé, visitant des hôpitaux et des cliniques, rencontrant des infirmières et des médecins, écoutant leurs histoires de première main. Chaque rencontre a renforcé son engagement envers la Fondation et sa mission. La Fondation Grace s'est développée en lançant des programmes de formation sur la prise de décision éthique et les interventions d'urgence, garantissant qu'aucun professionnel de la santé ne soit confronté seul à des choix impossibles. Les lettres continuèrent d'arriver, certaines pleines d'espoir, d'autres déchirantes. Une jeune infirmière de l'Ohio a remercié Matilda de lui avoir donné le courage de s'exprimer après avoir été menacée pour avoir contourné le protocole pour sauver un nouveau-né. Un médecin urgentiste en Californie a expliqué comment il avait mis en œuvre de nouvelles politiques inspirées de l'histoire de Matilda pour protéger son équipe. Chaque message témoignait de l'effet d'entraînement de ses actions. L'adoration du public a suivi, mais Matilda est restée concentrée sans relâche sur le travail à venir. Elle comprenait que la célébrité était éphémère, mais que la lutte pour la justice et la compassion dans le domaine des soins de santé était permanente. L'argent qu'elle a reçu a été soigneusement investi non pas dans le luxe, mais dans des outils, des programmes et des systèmes de soutien pour donner du pouvoir à ceux qui sont en première ligne. Derrière chaque apparition publique se cache une femme aux prises avec un profond changement dans sa vie. D'une infirmière discrète et dévouée à ses patients, elle est devenue une personnalité connue de tous, un catalyseur de changement et une source d'espoir. Son voyage était loin d'être terminé, mais le chemin qu'elle parcourait désormais était illuminé par les vies qu'elle avait touchées et le mouvement qu'elle avait inspiré. L'histoire de Matilda ne se limite plus à celle d'une infirmière qui a perdu son emploi. Il s'agissait d'une nation prenant conscience de la nécessité de faire preuve de compassion dans ses hôpitaux, des travailleurs de la santé ayant enfin une voix et du pouvoir durable d'un seul acte de courage. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, sa détermination ne faisait que se renforcer. Il restait encore des batailles à mener, des politiques à changer et des vies à sauver. Mais à chaque pas, Matilda savait qu'elle n'était pas seule. Son combat était désormais partagé. Un mouvement collectif alimenté par la compassion, le courage et une conviction inébranlable selon laquelle faire ce qui est juste ne devrait jamais se faire au détriment de la justice. Et pour Matilda, cette croyance était la lumière qui la guidait vers un avenir incertain mais plein d'espoir. Tard dans l'après-midi, seulement 7 jours après que son histoire ait conquis le cœur et fait la une des journaux du pays, Matilda était assise tranquillement dans son petit appartement, les sons étouffés de la ville animée filtrant à travers sa fenêtre. Les événements de la semaine passée tourbillonnaient dans son esprit. Image d'une salle d'urgence bondée, de mains frénétiques sauvant une vie fragile, de moments chaotiques
où le protocole s'est heurté à l'instinct et au courage. Elle était encore aux prises avec la réalité d'avoir été licenciée pour avoir fait ce qu'elle savait être juste. Pourtant, au milieu de l'incertitude, une fragile menace d'espoir commençait à grandir. Soudain, un coup sec à la porte la tira de sa rêverie. Sur le seuil se tenait un coursier, un homme en uniforme impeccable tenant une seule enveloppe blanche. Il était impeccable, droit, et portait le sceau inimitable du gouvernement des États-Unis. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Sans un mot, il le lui tendit, hochant respectueusement la tête avant de se retirer. Les doigts de Mathilda tremblaient lorsqu'elle brisa le seau de cire et déplia la lettre à l'intérieur. Les mots semblaient briller sur la page. Une invitation officielle de la Maison-Blanche la convoquant à rencontrer le président des États-Unis en reconnaissance de son courage et de son dévouement extraordinaire. C'était surréaliste, un contraste frappant avec l'incertitude et le rejet auquel elle avait été confrontée quelques jours auparavant. Pendant un instant, la pièce parut incroyablement petite. Ses pensées se bousculaient, imaginant les imposants couloirs de la Maison-Blanche, l'emblématique bureau ovale, où l'histoire avait été écrite à maintes reprises. La perspective était à la fois exaltante et terrifiante. Elle n'était qu'une infirmière d'un hôpital de la ville, pas une personnalité politique ou une célébrité. Et pourtant, elle était là, choisie par la plus haute instance du pays pour incarner un symbole d'espoir et de courage. Les jours précédant la réunion passèrent dans un flou vertigineux. Les médias furent en proie à de nombreuses spéculations. Ses amis lui adressèrent des félicitations, mais Mathilda resta les pieds sur terre, se concentrant sur le simple fait de se préparer. Choisir sa tenue devint un exercice et une réflexion silencieuse. Elle opta pour un costume bleu marine, professionnel, modeste, la couleur d'une résolution constante. C'était un choix qui reflétait son parcours, discret mais inflexible. Le matin de son rendez-vous, Mathilda se réveilla tôt, la ville à l'extérieur encore enveloppée dans la pâle lumière de l'aube. Elle s'habilla avec soin, lissant le tissu de son costume et replaçant des mèches de cheveux égarées derrière ses oreilles. Son reflet dans le miroir montrait une femme transformée. Elle n'était plus l'infirmière anxieuse qui avait perdu son emploi, mais quelqu'un prêt à affronter le monde selon ses propres conditions. Le trajet en taxi jusqu'à la Maison-Blanche était surréaliste. Les grandes colonnes néoclassiques se dressaient alors que le véhicule s'arrêtait sur Pennsylvania Avenue. Témoignage de siècles de leadership et de changement. Le cœur de Mathilda battait au rythme du clic rapide de ses chaussures sur le sol en marbre, tandis qu'elle était escortée à travers les couloirs sacrés. Des portraits du passé du président regardaient vers le bas, leurs yeux peints témoignant du déroulement d'un nouveau chapitre. Entrer dans le bureau ovale, c'était comme pénétrer au cœur même du pouvoir. L'air était chaud, la lumière du soleil traversait les hautes fenêtres, projetant une lueur dorée sur les riches meubles en bois et en cuir de la pièce. Là, attendant avec un sourire chaleureux et une main tendue, se tenait le président. Leurs regards se sont croisés et, à cet instant, l'immensité de l'histoire a semblé se réduire à une seule connexion humaine. « Mathilda », commença la présidente, la voix calme mais pleine d'une sincère gratitude. « Merci pour votre courage. Vous nous rappelez à tous ce que signifie un véritable leadership. Pas la voix la plus forte, ni le discours le plus grandiose, mais un courage silencieux et de la compassion quand cela compte le plus. » Les mains de Mathilda tremblaient lorsqu'elle serrait la main du président. Le poids du moment s'installa au plus profond de sa poitrine. Il s'agissait d'une femme qui, par un seul acte de bonté décisive, avait remis en question le statu quo et changé une vie. Et maintenant, elle était reconnue non seulement comme une infirmière, mais aussi comme un symbole d'espoir. Les photographes ont capturé l'instant
la poignée de main, les sourires, le respect partagé. L'image est rapidement devenue virale, un symbole puissant qui transcendait la politique et parlait de quelque chose d'universel. La capacité de l'esprit humain à s'élever face à une crise. Au fur et à mesure que la réunion avançait, le président écoutait attentivement Mathilda parler, sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions en elle. Ils ont discuté de l'importance des professionnels de la santé habilités à agir avec courage, des défis posés par des protocoles rigides et du besoin urgent de soutenir ceux qui accordent la priorité aux patients, parfois au péril de leur vie. À l'extérieur du bureau ovale, le monde attendait avec impatience. Les médias ont préparé des articles. Les réseaux sociaux ont été envahis de hashtags célébrant le courage de Mathilda et les citoyens ordinaires ont trouvé dans son histoire une source d'inspiration et d'espoir. Après la réunion officielle, Mathilda a été invitée à visiter les terrains de la Maison-Blanche. Alors qu'elle se promenait dans la roseraie, les fleurs parfumées murmurant dans la brise printanière, elle s'autorisa un moment pour respirer la réalité de son nouveau chemin. L'incertitude et la peur qui hantaient ses journées aux urgences avaient disparu. C'était un avenir rempli de promesses, façonné par la résilience, le courage et la reconnaissance que parfois faire ce qui est juste signifie tout risquer. Ce soir-là, debout sur le balcon de son modeste appartement, Mathilda contemplait les lumières de la ville scintillant en contrebas comme une mer d'étoiles. Les gratte-ciels, les klaxons des voitures, le murmure lointain de la vie, tout semblait différent maintenant, chargé de possibilités. Son téléphone vibra doucement, un message du père Dava, la remerciant une fois de plus d'avoir sauvé la vie de sa fille et d'avoir montré au monde le pouvoir de la compassion. Dans le silence de la nuit, Mathilda réfléchissait au voyage qui l'avait amenée ici, les moments frénétiques aux urgences, le choc entre la politique et l'humanité, la perte de son emploi et maintenant cet incroyable honneur. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des critiques et des moments de doute, mais elle était prête. Pour Mathilda, la véritable victoire ne résidait pas dans la reconnaissance ou dans les projecteurs. C'est en sachant qu'une seule personne, guidée par le courage et le cœur, pouvait changer le cours de nombreuses vies. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête, elle fit la promesse silencieuse de continuer à se battre, de continuer à se soucier des autres et de diriger avec la bravoure silencieuse qui l'avait définie depuis toujours. Si vous avez aimé l'histoire de Mathilda, la courageuse infirmière qui a tout risqué pour sauver la petite Ava et qui a ensuite attiré l'attention du père Dava, de Linux et même du président, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner. J'aimerais entendre vos pensées. Qu'avez-vous ressenti à propos de l'histoire? Comment pensez-vous que tout cela s'est terminé? Mathilda méritait-elle la reconnaissance qu'elle a reçue? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous cette histoire? Soyez honnête, j'ai hâte de voir vos notes. Et avant de partir, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Je suis curieuse de savoir dans quelle partie du monde cette histoire a été diffusée. Merci beaucoup d'être ici. Votre soutien signifie tout. Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme